Donc le premier exemple d'application que vous venez de faire, donc vous faites, c'est un exemple bon, qui vous permet donc de comprendre les concepts de base de Android et principalement la maîtrise des outils à installer, à configurer, les petits problèmes classiques qui généralement qui arrivent, démarrage l'émulateur. Alors sans doute vous l'avez constaté, il y en a ceux qui ont du mal à télécharger des émulateurs, à démarrer des émulateurs. Peut-être il y en a ceux qui ont testé l'application directement sur leur smartphone. Donc tout ça, il y a des moyens. Alors comme je disais, il ne faut pas s'arrêter sur les obstacles. Il y a toujours des solutions, n'est-ce pas? Si le système ne s'installe pas, c'est qu'il y a une solution. Il ne faut pas croiser les bras. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez en principe résoudre dans votre machine. Mais je constate tout de même que la majorité d'entre vous, donc vous avez pratiquement fait l'essentiel. Alors l'exemple d'application sur lequel on va travailler et à travers lequel on va apprendre d'autres concepts qu'on n'avait pas l'occasion de travailler la dernière fois. Donc c'est un exemple d'une application de météo. Bon, je l'appelle météo comme ça. L'application, il devrait permettre à l'utilisateur de saisir une ville donnée. Et après, donc, l'application devrait se connecter principalement à un serveur. Alors, ce serveur-là, donc, c'est une API REST qui est exposée par openweather.org. Donc, je vais vous la montrer. Comment ça marche cette API-là. Bon, ça veut dire qu'ici, donc, vous allez créer une application mobile qui va s'appuyer sur une partie backend qui existe déjà. OK? Ça, c'est important. Donc, vous allez vous appuyer sur une API REST qui permet, si vous voulez, vous lui envoyez une requête HTTP qui est la ville, et après, il va vous donner donc un ensemble de données en format JSON que vous allez devoir récolter et de les afficher dans votre application. Alors, pour cette application, si vous voulez, pour chaque... donc, il vous fournit donc les prévisions météo de la ville pour les 5 prochains jours en fonction des versions que vous utilisez. Et pour chaque date donnée, donc, vous avez l'heure, vous avez la température minimale, maximale, la pression atmosphérique, l'humidité. Alors ça, c'est des informations qui sont fournies par c'est-à-dire cette API REST. Alors, d'abord, si vous voulez, la première des choses, avant de faire quoi que ce soit, d'abord, cette API REST, comment il marche? En fait, cette API RESTful. Alors d'abord, pour l'utiliser, il faut chercher dans openweather.org. Alors la majorité des API REST qui sont gratuites, ils vous demandent de faire une inscription, c'est-à-dire de créer un compte. Alors généralement, quand vous créez un compte, et donc l'API, ici, comment il va votre connexion? Elle est bonne? Elle est très mauvaise. Moi, je vais basculer vers ma connexion. C'est normal, c'est que si tout le monde se connecte et vous lisez en même temps, je vous disais que surtout les vidéos, il faudrait les télécharger auparavant. Parce que ce n'est pas ici que vous allez le... Donc voilà, alors en fait, cette API RESTful, donc comme je disais, en principe, donc la première des choses, c'est que d'abord, il faut créer un compte. Alors si vous voulez, voilà la documentation de l'API. Vous avez différentes versions. Vous pouvez avoir par exemple une API qui vous donne les prévisions météo pour chaque jour c'est-à-dire en 3 périodes différentes de chaque jour. Ça peut être plus, etc. Donc, en principe, une fois que vous créez un compte, vous avez la possibilité d'accéder directement à l'API de cette manière-là. Alors, il suffit donc de spécifier, donc ça c'est openweather.org/data 2.5 version. Alors, forecast, point d'interrogation. Alors, query, c'est la ville. Par exemple, Mohammedia. And. Alors, bien sûr, et vous avez API ID. Donc, c'est-à-dire que quand vous créez un compte, il va vous attribuer un ID. Donc, cet identifiant de l'API, c'est celui que vous allez utiliser pour accéder à cette API RESTful. Bon, c'est une API publique, mais quand même, il faut s'enregistrer.
Quand vous allez vous enregistrer, il va vous donner donc l'API ID et vous allez l'utiliser dans l'URL pour pouvoir accéder à cette API-là. Alors, dans cet exemple-là, qu'est-ce que je vois? Par exemple, pour la ville de Mohammedia, je vois un ensemble d'informations en format JSON. Donc, je vois une liste de données météorologiques. Donc, c'est bien un tableau liste. Et pour chaque élément, chaque objet de cette liste, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la date et heure. Alors, qui est exprimée en format time, c'est-à-dire la date, l'heure. Et après, vous avez des informations sur la température minimale, maximale, la pression, le niveau de la mer, l'humidité, etc., etc. Donc, il y a plein d'informations. Donc, ça, c'est pour déjà les données concernant à cet instant-là. Et après, l'état de la météo, donc vous avez une idée sur une chaîne de caractères qui indique est-ce qu'il va pleuvoir ou c'est clair ou je ne sais pas quoi. Et après, vous avez d'autres informations. Donc ça, c'est pour... il y a plein d'informations, mais nous, on ne va pas afficher toutes ces informations. Alors, si vous voyez bien, dans notre exemple-là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est de prendre la date et l'heure, la température maximale, la température minimale, la pression atmosphérique et l'humidité. Alors ça, c'est pour le premier élément. Et après, vous avez encore un autre objet, la même chose, le deuxième élément, date, heure, la même chose, les informations se répètent. Donc, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de... c'est-à-dire, pour les 5 prochaines journées, vous avez chaque jour, vous avez par exemple la météo à minuit, à 2 heures du matin, à 5 heures du matin, midi, etc. Donc, vous avez différentes périodes sur la journée. Alors bref, donc ça c'est la première des choses, c'est que il faut aller vers l'API openweather.org. Il faut créer un compte. Et si vous créez un compte, il faudrait récupérer ce qu'on appelle l'API ID. Bon, c'est un identifiant que vous allez utiliser. Alors n'utilisez pas cet ID-là que vous allez trouver dans la vidéo, parce que si vous l'utilisez, ça va marcher. Ce qui m'arrive souvent, c'est que parfois je crée un compte avec une API ID, bon, je l'utilise, par exemple pour des trucs comme Google Maps, c'est pareil. Si vous voulez utiliser l'API de Google Maps, c'est que vous aurez besoin de créer un compte et vous devrez avoir un API ID. Mais comme il y a beaucoup de gens qui utilisent la même API ID, vous savez, il y a une limite. C'est-à-dire, avec cette ID-là, vous n'avez pas le droit d'envoyer un certain nombre, il y a un maximum de requêtes que vous pouvez envoyer par jour. Et donc, ce qui fait que si tout le monde l'utilise, à un moment donné, ça ne devrait pas marcher. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous créez votre compte et vous utilisez votre propre API ID. Des questions là-dessus? C'est bon? Bien. Alors, pour l'application. Alors pour l'application, donc une fois que vous avez donc testé donc cette API-là, donc c'est-à-dire que vous dites la partie backend elle est prête. Donc nous on va créer une application, un projet Android Studio comme d'habitude. Et vous savez que dans le projet Android Studio, donc c'est un projet Gradle, donc j'en ai déjà parlé. Et ce qui fait que parfois il se peut que vous avez besoin des librairies supplémentaires. Vous voulez utiliser des librairies. Alors, dans notre cas, il y a une librairie en fait qu'on va utiliser qui s'appelle Volley. Alors, cette librairie-là, donc, on va l'utiliser, c'est l'API qu'on va utiliser pour envoyer des requêtes HTTP vers une API REST pour récupérer des données. Peu importe, ça peut être du HTML, ça peut être du format JSON. L'essentiel, c'est qu'avec l'API Volley, c'est une manière un peu plus simple, soi-disant, dans Android, d'envoyer des requêtes HTTP d'une manière asynchrone vers une partie backend. Alors c'est pour cela, c'est pas obligatoire parce qu'il y a une autre manière de faire la même chose sans faire appel à cette API-là. Et vous pouvez utiliser d'autres librairies au lieu de Volley. Mais dans cet exemple-là, donc on va choisir d'utiliser cette librairie. Donc ça veut dire que si vous voulez, la première des choses que vous allez faire, c'est d'aller vers le fichier build.gradle et vous allez ajouter dans la partie dependencies. Dans cette partie dependencies, on va ajouter cette ligne que vous voyez là.
Donc, c'est-à-dire, je vais ajouter, en fait, pas uniquement ça, c'est plutôt implémentation, espace, tout ça. Donc, implémentation, espace, et donc ça, c'est l'API qu'il faut utiliser. Donc, on va utiliser la version 1.1. Ça, c'est la première des choses. Alors ici, donc, vous voyez la structure du projet. Donc, il y a un certain nombre de fichiers XML, il y a un certain nombre de classes Java qu'on devrait créer. Donc, je vous donne juste l'essentiel et après, on pourra voir les détails. Alors, il y a un autre détail qui est important, c'est dans notre application ici, notre application, à un moment donné, il a besoin de se connecter à Internet. N'est-ce pas? Votre application Android a besoin d'envoyer une requête pour se connecter à Internet. Il faudrait donner cette autorisation à votre application. C'est-à-dire que le système Android exige qu'une application, pour qu'elle se connecte à Internet, il faudrait que cette autorisation soit déclarée dans quel fichier? C'est manifest, Android manifest.xml. Alors c'est la raison pour laquelle vous aurez besoin de déclarer dans le fichier Android manifest.xml cette permission que vous voyez ici. C'est user permission Android, c'est Android permission Internet. Alors ça c'est également c'est l'une des choses que c'est l'un des réflexes que vous allez avoir à chaque fois que vous avez une application qui a besoin d'établir des connexions Internet. Et après, par la suite, on va voir, il y a d'autres permissions que vous pouvez ajouter. Quand on va faire de la géolocalisation, il faut donner l'autorisation. Il y a plein de choses qu'on va faire. En tout cas, le fichier Android Studio, plutôt Android Manifest. Alors, dans le premier exemple que vous avez créé, a priori, vous n'avez pas touché. Et vous allez principalement le trouver dans Manifest. Donc, ça, c'est Android Manifest. Alors, comme vous voyez ici, donc, c'est la ligne que vous devrez ajouter pour pouvoir donner cette autorisation. C'est bon? Donc, première des choses, il vous faut une dépendance que vous devrez ajouter à votre projet. Deuxième, il faudrait donner l'autorisation d'accès Internet. Une fois que vous faites ça, donc nous allons commencer à créer l'application, les éléments de l'interface de l'application. Alors sans doute quand vous créez le projet, alors comme d'habitude quand vous créez le projet, alors ça c'est pas ça, c'est pas le bon. Voilà. Alors quand vous créez le projet, donc vous avez le fichier ActivityMin XML. Donc ça c'est le layout principal. Alors dans ce layout principal là, donc on va essayer donc de créer les éléments suivants, mais cette fois-ci on va essayer de les structurer d'une manière relativement différente par rapport à celle que nous avons fait la dernière fois. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc principalement, on a besoin d'une zone de texte, on a besoin d'un bouton et on a besoin d'un composant ListView. Ça, c'est dans le layout principal, n'est-ce pas? Mais pour les organiser, dans la dernière application, nous avons utilisé un relative layout, n'est-ce pas? En fait, avec relative layout, vous avez le moyen de placer les éléments relativement par rapport aux autres. Et c'est-à-dire vous déplacez manuellement, mais cette manière de travailler avec Relative Layout, ce n'est pas une bonne stratégie. Hein. Donc il existe d'autres moyens qui vont vous garantir que vos éléments sont bien placés, quelle que soit la dimension de l'écran et quelle que soit l'orientation de l'écran de l'application. Alors c'est la raison pour laquelle, au lieu d'utiliser, dans notre cas, alors si vous regardez l'organisation ici, donc ça vous donne une idée. Dans notre layout, il va utiliser d'abord, au lieu de relative layout, il va utiliser linear layout. Et quand vous utilisez linear layout, donc vous avez deux orientations, soit verticale, soit horizontale. Alors ici, donc, vous voyez donc le premier linear layout qu'on va utiliser, il utilise une orientation. Alors comme vous le voyez ici, l'orientation c'est verticale. Ok? Alors, au niveau de votre application, alors au niveau de l'application, donc quand je vois, en principe, quand je regarde mon application ici, alors vous avez plusieurs. Donc, quand vous prenez, comme on a fait la dernière fois, quand vous prenez un élément, vous pouvez toujours le convertir, n'est-ce pas? Alors, par exemple, au départ, c'est constraint layout, et après vous dites convert view vers. Vous allez le convertir en quoi? En linear layout.
Alors, si vous choisissez linear layout par défaut, il va choisir un linear layout avec orientation horizontale, n'est-ce pas? Mais une fois que vous le créez, alors vous avez la possibilité dans la fenêtre propriété. Alors, comme vous voyez ici, donc il y a une propriété que vous voyez là. Voilà, cette propriété-là, orientation, au lieu de vertical, plutôt au lieu de horizontal, vous mettez vertical. Bon, bref, donc si vous voulez travailler visuellement, c'est-à-dire avec l'éditeur WYSIWYG, donc vous avez un moyen donc de mettre en place les éléments. Autrement, il vaudrait mieux à un moment donné comprendre comment fabriquer cette logique-là en utilisant XML. Alors, donc, le premier élément, c'est linear layout. Il est vertical. Mais à l'intérieur de ce linear layout, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre également un autre linear layout. Alors, cette fois-ci, il va être horizontal. Alors, horizontal. Alors, pourquoi horizontal? Parce qu'en fait, les éléments, vous voyez ici, donc les éléments que je vais mettre là, ville, la zone de texte et le bouton, je vais les organiser d'une manière horizontale. Donc, c'est-à-dire, quand je prends linear layout horizontal, maintenant, à l'intérieur de ce linear layout horizontal, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un text view. Text view. Alors, text view, c'est ville, n'est-ce pas? Ensuite, je vais utiliser un edit text. Bon, c'est la zone de texte, de saisie. Et après, vous allez ajouter un bouton. Alors, cette fois-ci, au lieu d'utiliser un bouton classique, on va utiliser un image button, c'est-à-dire un bouton sur lequel on peut mettre une image. Bon, ça, c'est la différence. Et d'ailleurs, vous remarquez ici, donc, dans notre structure, ici, donc, on voit. Alors, donc, j'ai linear layout, j'ai text view, le premier text view. Ensuite, j'ai quoi? J'ai edit text, c'est celui-là. C'est lisible un peu ça? Alors, vous avez edit text. Alors, le nom, le ID, on va l'appeler edit text ville, donc ça c'est la zone de texte. Et après, vous avez le bouton. Alors, le bouton, c'est image button. Alors, donc, le bouton, la même chose. Et après, par la suite, donc, une fois que j'ai ce premier linear layout, après, qu'est-ce que je vais ajouter? C'est un list view. Donc, l'organisation, vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord un conteneur. Alors, le premier conteneur, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est linear layout. Il est quoi? L'orientation, c'est vertical. À l'intérieur duquel je vais placer un autre layout. Ça, c'est encore linear layout. L'orientation, c'est horizontale. Et après, ici, donc, je vais mettre le texte, ville, j'ai une zone de texte et j'ai un bouton. Et après, ici, donc, je vais placer le reste. Je vais placer quoi? Un list view. Alors, pour le reste, donc, vous avez ici voilà. Donc, list view. Alors, juste remarquez bien que quand vous créez un élément, par exemple, list view, vous voyez ici layout width. Donc, la propriété width. Alors, width, c'est quoi ça? C'est match parent. Alors, quand vous dites match parent, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va remplir tout l'espace du parent, c'est-à-dire de l'élément qui le contient. Donc, ça veut dire que votre list view, en termes de width, il va occuper toute la largeur. N'est-ce pas? Et après, mais si vous mettez wrap content, il va essayer donc de s'adapter en fonction du contenu. N'est-ce pas? Après, donc, c'est le contenu qui définit la largeur bien sûr, de l'élément. Alors, c'est pour cela, en width, on va utiliser donc c'est match parent, et en height, on va mettre wrap content.
Alors ça c'est juste le positionnement. Alors maintenant les choses ici, donc ça c'est les éléments, ça c'est le premier layout. A priori donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors maintenant si vous vous rappelez la dernière fois, au niveau de list view, nous avons utilisé un list view dont le contenu c'est quoi? C'est un text view, c'est-à-dire on a mis que du texte, n'est-ce pas? Mais il se trouve que maintenant chaque élément de notre list view, chaque élément, regardez. Alors chaque élément de list view, il contient quoi? Il contient une image, il contient un ensemble d'informations, un texte pour mettre la date, il contient un texte pour la température minimale, maximale, la pression et l'humidité. Donc il va falloir maintenant, pour faire ça, il va falloir créer un autre layout, un autre layout en format XML, et dans lequel je vais déclarer les éléments de la liste. Alors c'est chose que vous faites généralement. Alors pour créer un nouveau layout, bon, c'est ce fichier-là que j'ai appelé list-item-layout.xml. Alors forcément, donc dans layout new, vous trouverez new. Alors il est où layout? Le deuxième. Voilà, layout resource file. Alors vous lui donnez le nom, il vous crée un nouveau layout et après par la suite vous faites un double clic et la même chose ici, donc vous allez avoir un autre layout que vous allez éditer. Alors ce layout que vous voyez là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc on va mettre la même chose, on va là l'organisation. Donc on va utiliser encore un linear layout, c'est le parent. Donc à l'intérieur de linear layout, mais l'orientation c'est horizontal, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre d'abord un image view. Donc un élément image view que vous allez faire glisser à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qui vient à droite? Ce qui vient à droite, c'est un autre linear layout. Donc vous prenez un autre linear layout. Alors ce linear layout, il a quelle orientation? C'est vertical. Vertical, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous mettez à l'intérieur, il va être organisé d'une manière verticale. Alors moi, ce que je vais mettre à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? D'abord, vous mettez un edit text. Pas edit text, c'est text view. Bon, ça va être utilisé pour afficher la date. Alors vous voyez donc le ID utilisé, c'est text view date. Alors, il y a un autre edit text, plutôt text view min. Il y a un autre text view qu'on va appeler text view temp min. C'est pour afficher la température minimale. Ainsi de suite. Vous avez encore. Ce que je n'ai pas dit, c'est ça. C'est qu'en réalité, c'est que vous avez linear layout. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez text view. Mais après text view, vous avez encore un autre linear layout. Mais pourquoi? Parce que dans chaque linear layout, je vais encore utiliser un alignement horizontal. Pourquoi? Parce que sur ce linear layout, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura deux éléments. Le premier, c'est le text min, et le deuxième, c'est sa valeur. Donc, vous voyez, donc c'est une manière un petit peu d'organiser les éléments d'une manière relativement efficace, très efficace. Avec cette technique-là, c'est-à-dire quelle que soit la dimension de l'écran, vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez plus des surprises sur l'alignement entre les différents éléments. Oui? Comment? Non. Alors pour le moment, les images, parce que tout ça on va le faire d'une manière dynamique. Là, quand vous mettez image view, vous mettez une image quelconque. Peu importe. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer comment on va mettre l'image à l'intérieur. Donc, juste d'abord l'organisation. Alors au niveau de l'organisation, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez linear layout, horizontal, image view, et après vous avez linear layout, orientation verticale, et après dans lequel vous avez un text view
qui va prendre, regardez ce text view là, si vous regardez le layout width. Alors qu'est-ce que vous voyez là? C'est match parent, c'est-à-dire il va occuper toute la largeur. Et après, si vous voulez le redimensionner, vous pouvez mettre alors si vous le redimensionnez comme ça, vous allez avoir une layout width, vous avez en pixels, en dp, n'est-ce pas? Vous fixez sa taille. Mais si vous voulez qu'il occupe toute la largeur, ben vous allez choisir match parent. Alors match parent, automatiquement, il occupe toute la largeur de la page. Après quoi, il y aura un autre linear layout. Alors, quelle orientation c'est? Horizontale. À l'intérieur duquel je vais placer un text view. C'est celui-là, c'est min. Et à la suite de quoi, je vais mettre un autre text view dans lequel je vais placer la valeur. Ainsi de suite. Et je passe encore. Linear layout. Text view. Linear layout. Text view. Linear layout. Text view. Alors en fait, ces text view que vous voyez là, qui affichent les textes min, max, etc., donc c'est des constantes. Donc on n'a pas besoin de modifier les valeurs au niveau du code Java. Donc c'est pour cela que je ne me suis pas intéressé au nom. Alors qu'on voyait donc les ID, vous voyez text view 4, text view 5, 6, 7, 8, 9, bon, peu importe. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas respecté dans cette conception, c'est l'internationalisation, n'est-ce pas? Alors vous voyez d'ailleurs, ici, vous voyez, ça j'en ai parlé la dernière fois, vous voyez, donc quand vous voyez une icône jaune comme ça, ben, ça veut dire que l'idéal c'est quoi? C'est que ce text min doit être déclaré dans string.xml. Bon, ça je ne l'ai pas fait ici parce que je sais que vous savez le faire, et vous, bien sûr, j'attendrai que vous le fassiez dans votre application. Alors ça c'est la même chose, donc c'est un layout qu'il faudrait construire. Alors, donc vous avez Android, voilà, donc je répète ce que j'ai ici. Donc ça c'est le premier layout, ActivityMin XML. Le deuxième, c'est toujours ActivityMin XML. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est ça, c'est regardez le bouton que vous voyez là. Donc je vais lui donner un style un peu différent, n'est-ce pas? Mais la dernière fois, je vous ai montré comment créer des styles, comment personnaliser. Alors ici, donc, si vous remarquez ce bouton-là, quel est le style que je viens de lui donner? Alors si on cherche Image button, vous voyez ici Background. Alors Background, il fait appel. Alors dans Background, il fait appel à une forme qui s'appelle AppChips. Alors, ce AppChip, c'est quoi en fait? C'est ce qu'il y a ici. C'est-à-dire, en fait, dans mon application, donc je vais créer. Je vous ai déjà montré la dernière fois comment créer des formes. Ça se passe dans quelle partie? Dans la partie Drawable. Dans la partie Drawable, normalement, là, on peut mettre des images, mais également, vous pouvez ajouter New. Drawable resource file. Donc, c'est-à-dire c'est un fichier XML dans lequel vous déclarez une forme, un style que vous voulez utiliser par exemple pour un bouton ou pour une zone de texte. Alors dans notre cas, nous allons créer deux. Le premier s'appelle AppChip XML dans lequel on va déclarer une forme. Alors cette forme est laquelle shape? La forme c'est quoi? C'est ovale. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un bouton qui est ovale, circulaire. Et après, le contour, c'est stroke. Donc, on va utiliser de pixels. Et après, donc, la couleur, c'est le bleu. Alors, vous voyez, donc, la couleur, c'est primary. Donc, c'est la couleur bleue qui est par défaut déclarée. Et après, solide. Solide, c'est-à-dire le fond. La couleur de fond. Alors pour le fond ici, donc je vais utiliser quoi? Une autre couleur qui est color accent. Bon, c'est cette couleur que vous voyez là. Alors ça c'est pour la première forme. Alors la deuxième forme, ça va concerner la zone de texte. J'aimerais bien que ma zone de texte soit entourée par
un rectangle avec cette couleur-là. Alors pour cela, donc, vous allez encore créer un fichier qui s'appelle input shape XML, dans lequel vous déclarez un élément shape. Stroke, c'est quoi? Vous avez juste l'épaisseur de bordure C2 et la couleur, c'est cette couleur-là. Alors ça, c'est juste, en quelque sorte, si vous terminez la première application, c'est que vous aurez déjà vu comment créer, comment utiliser donc ces styles. Alors, une fois que vous créez ces éléments-là, d'ailleurs, vous remarquez, quand vous sélectionnez un bouton, alors quand vous avez, dans notre cas, notre bouton ici, voilà, image bouton. Donc là, il y a une propriété qui s'appelle background, et directement vous lui affectez donc le nom de l'élément. Alors ça c'est list item layout, donc ça c'est en format XML. Donc vous pouvez voir les éléments. Alors comme vous voyez, en principe, quand vous maîtrisez l'éditeur WYSIWYG, vous pouvez rapidement faire glisser, construire rapidement une interface, ce qui vous génère beaucoup de code XML. Mais en réalité, quand parfois vous écrivez en XML, si vous avez l'habitude d'écrire XML, parfois vous allez plus vite que l'éditeur WYSIWYG. Donc il faut prendre l'habitude, parce qu'avec l'éditeur XML, vous avez l'intelligence, vous connaissez quelques attributs, il faut les connaître, mais parfois vous combinez entre les deux, et au fur et à mesure que vous faites l'opération, à un moment donné, au lieu d'aller se balader dans votre éditeur, vous pouvez directement accéder à l'élément XML et vous pouvez personnaliser et déclarer ce que vous voulez. Alors pour les interfaces, donc a priori il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qui est nouveau par rapport au premier exemple? Ce qui est nouveau, c'est qu'au lieu d'utiliser Relative Layout, donc vous combinez entre Linear Layout et les autres verticales, horizontales, de façon à faire une mise en forme qui est relativement plus intéressante. C'est bon? Des questions? Oui? Comment on a fait la liaison entre les deux layers? Alors jusqu'à présent, il n'y a pas de liaison. Donc jusqu'à présent, donc, tout ce qu'on a fait dans la partie statique, soi-disant, on a créé un list view. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va mettre dans ce list. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire au niveau du code Java. Donc c'est dans notre application que vous allez essayer, on va essayer donc de dire à list view, chaque élément de liste, il vient de list item layout, et c'est à moi de prendre les données et de les mettre là-dessus. Voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement. Donc il y a des codes qu'on va écrire. Alors maintenant, l'essentiel de l'application, l'essentiel de l'application se trouve dans la partie Java. Donc main activité, bon, il y a des importations, etc. Donc vous pouvez voir. Alors donc main activité, la même chose. Donc on a besoin de déclarer main activité extend app compact activité. Alors on va déclarer les éléments dont on aura besoin. Donc on aura besoin d'un edit text, bon, qui représente cette zone de texte, et on aura besoin de déclarer un élément de type list view qui va représenter ce list view, un bouton. Alors en fait les éléments qui vont être stockés dans list view, l'exemple qu'on a fait la dernière fois, c'était plutôt un list de string, n'est-ce pas? Alors si vous voulez dans un premier temps mettre que des strings, un list de strings comme la dernière fois vous pouvez le faire. Ça c'est la solution la plus simple. La solution la plus simple, c'est de déclarer un list de strings. Alors cette fois-ci, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas afficher un list de strings, mais on va afficher un list de type MeteoItem. Alors si vous voulez, pour moi, MeteoItem, c'est une classe que je vais créer. Alors qu'est-ce que je vais déclarer dans MeteoItem? Alors je vais vous la montrer et je reviens rapidement. Voilà. Alors pour moi, MeteoItem, c'est une classe qui représente l'information que je veux afficher. Alors, MeteoItem, c'est une simple classe Java dans laquelle je déclare mes attributs. Alors, quelles sont les informations dont j'aurai besoin? Il y a la température maximale, température minimale, la pression, l'humidité, l'image. Pour moi, pour le moment, c'est un string, c'est le nom de l'image.
et la date. Alors je peux utiliser date de type date. Ici donc j'ai choisi string, c'est-à-dire je vais formater la date et je la mets en format string. Alors d'habitude vous créez des attributs privés, après vous générez les getters et setters, mais l'empêche que vous pouvez utiliser des attributs publics et vous gardez votre classe comme ça. Donc notre list view, il va se baser sur une liste de données. C'est une liste de données. Chaque item, chaque donnée, c'est quoi? C'est un objet de quel type? De type météo item. Alors ensuite, on a besoin, maintenant, c'est parce qu'on va utiliser un list view personnel dans le modèle est personnalisé, donc nous aurons besoin de créer un modèle. Alors si vous vous rappelez la dernière fois pour le modèle de list view, nous avons utilisé quoi? Un array adapter. On a utilisé array adapter de string. Alors si vous voulez travailler de la même manière, vous pouvez le garder. Moi je l'ai mis en commentaire. Mais cette fois-ci c'est pas le cas parce que notre modèle c'est un modèle qu'il faut personnaliser. Alors ce qui fait que nous aurons besoin de créer un modèle qui s'appelle Meteo List Model. C'est une classe que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on aura besoin d'un image bouton. Et après, dans la méthode onCreate, vous avez des choses classiques, super.onCreate, set content view, et on va récupérer les éléments. Donc on a besoin de edit text, ville, on a besoin de récupérer list view météo, bouton OK. Et là, on va créer le modèle. Alors maintenant, notre modèle, c'est quoi? New météo model. C'est la classe que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors que la dernière fois, c'était quoi ça? C'était new. D'ailleurs, elle est en commentaire là, je crois. La dernière fois, c'était modèle égale new array adapter. Alors, array adapter, qu'est-ce qu'on a mis? 10. Et là, on a utilisé android.r.layout.simpleListItem. C'est-à-dire, on a fait appel à un layout qui est déjà prédéfini dans Android. Parce que ce layout-là, qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare uniquement un seul élément qui s'appelle list. C'est un text view qui s'appelle simpleListItem 1. N'est-ce pas? Alors cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc dans notre cas, regardez ce qu'on va faire. Donc new meteo model. Là, on va utiliser 10 ou bien get application context, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? Ce n'est pas r.layout.simpleListItem, mais c'est r.layout.listItem layout. Alors c'est quoi ce list item layout? Ce list item layout, c'est le layout que nous venons de créer ici. C'est celui-là. Parce qu'on a dit donc à list view, au modèle, chaque élément du modèle, il sera affiché sous forme de quoi? Sous forme. Chaque élément du modèle, c'est un list item layout. Alors c'est ce que vous voyez ici, list item layout. Donc r.layout.list item layout. Et après ici, donc quelles sont les données que je vais mettre? C'est data. Alors c'est quoi data? C'est une liste d'objets météo item. Alors ce que je vous recommande dans un premier temps, si vous voulez, quand vous allez tenter de faire l'application, c'est d'abord de travailler la liste sous forme d'un array adapter. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, vous mettez du texte, si vous mettez ce que vous voulez dans votre texte, ça vous pouvez le faire. Mais dans un deuxième temps, vous pouvez utiliser c'est-à-dire un modèle personnalisé. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est que quand je clique sur le bouton, parce qu'a priori jusque-là, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors quand je clique sur le bouton, ça veut dire que vous avez encore cette click listener, new on click. Donc on va redéfinir la méthode on click. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors je sais qu'à chaque fois que je clique sur le bouton, s'il y a des données, il faut les effacer, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois que je fais une recherche, il faudrait effacer l'ancienne liste. Alors pour effacer les données, donc j'appelle data.clear. Bon, ça c'est la liste des données que je vais effacer. Mais on a déjà expliqué la dernière fois, à chaque fois que vous modifiez les données, il faut notifier la vue comme quoi les données ont changé. Alors on le fait avec quoi?
avec notify data set changed. Alors, j'indique à la liste view comme quoi les données ont changé. Mais généralement, quand on indique à la liste view comme quoi les données ont changé, qu'est-ce qu'il fait list view? Il réaffiche. Après, alors maintenant, je vais envoyer une requête vers la partie backend, parce que c'est ce que je veux faire cette fois-ci. L'exemple de la dernière fois, c'était plus, je clique, je fais un calcul et j'affiche le résultat. Mais cette fois-ci, quand je clique, je vais envoyer une requête HTTP vers la partie backend. Alors pour cela, du moment que je vais utiliser l'API volée, donc je vais l'utiliser de cette manière. Alors pour l'utiliser, il faut créer d'abord ce qu'on appelle un objet request queue. Alors en fait, voler, il vous donne la possibilité d'envoyer plusieurs requêtes asynchrones. C'est-à-dire vous pouvez envoyer à chaque fois que vous cliquez, vous envoyez des requêtes. Mais dès que la réponse arrive, la réponse va être traitée. Alors pour pouvoir envoyer des requêtes asynchrones, donc il y a un moyen qui vous permet de faire ça. Donc il faut d'abord créer ce qu'on appelle un request queue. C'est si vous voulez, c'est une file de requêtes que je peux envoyer. Dans un request queue, je peux ajouter plusieurs requêtes. Alors pour le moment, il faut d'abord créer cet objet-là. Alors pour le créer, donc on le crée à partir de la classe volley. New request queue, et on va lui donner comme paramètre le contexte. Donc on ne peut pas mettre ici 10. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'intérieur d'une classe on-click listener. C'est-à-dire vous êtes dans une classe interne. Parce que si vous faites 10, il fait référence à cet objet-là. Donc c'est pour cela que quand vous êtes dans une procédure événementielle, au lieu d'utiliser 10, il faut faire appel à la méthode getApplicationContext. Donc de toute façon, getApplicationContext, ça représente toujours l'activité que vous êtes en train d'utiliser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai besoin de récupérer la ville. Alors, pour récupérer la ville, donc, je vais utiliser editTextVille.getTextToString. Donc, je lis la ville. Je vais loguer, c'est histoire donc pour afficher. Et après, maintenant, j'ai besoin d'envoyer une requête. Une requête où? Vers la partie backend. Donc, je vais d'abord définir l'URL c'est-à-dire de la requête que je vais utiliser. Alors dans notre cas, on va utiliser donc une URL. On va envoyer une requête vers https openweather.org machin etc. forecast point d'interrogation query égale à quoi? Je veux la météo de quelle ville? Donc c'est-à-dire c'est la ville qui a été saisie. Et après, il faut ajouter le app ID. Alors, c'est quoi le app ID? Comme je disais, une fois que vous créez un compte, vous allez avoir un app ID. Alors, si vous n'avez pas ce app ID, vous n'aurez pas le droit d'accéder à cette API. Alors, maintenant, je vais envoyer la requête. Alors, pour envoyer la requête, c'est pas encore envoyer, à vrai dire, la requête, il faut d'abord créer cette requête. Alors, pour créer la requête, donc, comme la requête, il va me retourner un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, parce que les données JSON que je vais récupérer, c'est du texte. Donc je vais utiliser un string request égale new string request. Donc je vais envoyer une requête avec quelle méthode? Get. Donc, je vais utiliser request.method get vers quelle URL? Donc ça c'est cette URL que vous voyez là. Mais quand j'envoie la requête, j'attends la réponse. Alors cet objet string request, il reçoit deux paramètres. Le premier paramètre, il y a deux callbacks si vous voulez. Donc, s'il y a une réponse positive, dans ce cas-là, je vais faire appel à new response listener. Donc, c'est-à-dire, je vais créer un objet d'une interface qui s'appelle listener de l'objet response. Et vous savez, quand vous créez un objet d'une interface, ça va vous obliger de redéfinir une méthode. Et cette méthode-là, c'est onResponse. Ça veut dire quoi? J'envoie la requête, mais dès qu'il y a la réponse, quand il y a la réponse qui arrive, je vais la récupérer. Donc vous voyez, donc j'envoie la requête, et qu'est-ce que je vais récupérer là? C'est la réponse HTTP. Et la réponse HTTP, c'est quoi? Vous voyez, donc c'est un string. Alors ce string-là, ça peut être XML, ça peut être HTML, ça peut être JSON, ça peut... Alors nous, on a besoin par la suite de parser, c'est-à-dire ce string, et de prendre les données et de les mettre dans le bon endroit. Alors, dans notre cas ici, donc on va faire
vous pouvez loguer la réponse pour, comme ça, histoire de constater que la réponse est bien déjà arrivée. Où est-ce qu'on va mettre les données? Normalement, on devrait les mettre dans une liste d'objets Meteor Item. Donc, je vais créer un objet New Array List de Meteor Item. Alors, maintenant, dans le SDK Android, vous disposez d'une classe qui s'appelle JSON Object. Alors, JSON Object, c'est une classe qui représente un objet JSON. Alors, si je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là, c'est un objet JSON. Alors d'ailleurs, si vous remarquez, il commence par une accolade, n'est-ce pas? Alors toute l'information, tout le texte qui me vient, je vais le stocker dans un objet JSON. Alors c'est ce que je fais ici. Alors c'est exactement ce que je fais ici. Alors vous voyez, donc je fais JSON Object égale new JSON Object, et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? La réponse. Alors déjà, vous envoyez la requête, vous récupérez la réponse HTTP, c'est du texte, et ce texte, vous le stockez dans un objet de type JSON. Alors maintenant, mais cet objet-là, c'est un objet complexe, il contient beaucoup d'informations. Alors maintenant, ce qui m'intéresse pour afficher la météo, regardez. À l'intérieur de mon objet JSON, vous avez code, vous avez message, CNT, des trucs comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est liste. Donc, la propriété liste de l'objet JSON, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un tableau. Donc, vous voyez donc le crochet, c'est un tableau, n'est-ce pas? Et chaque élément de ce tableau-là, qu'est-ce qu'il contient? Vous voyez donc le premier élément, il contient pas mal d'informations. C'est-à-dire chaque élément, il contient l'heure, la date, l'heure, il contient la température minimale, maximale, etc. Et après, par la suite, une fois que je termine le premier élément, alors peut-être je vous le montre voilà ici. Donc vous avez liste, ça c'est un tableau. Voilà le premier élément qui commence là. Il se termine là. Et vous avez un autre élément. C'est la date. Bon, c'est des choses qui se répètent, n'est-ce pas? Donc la date, les informations. Ça c'est également un autre élément. Ainsi de suite. Donc vous voyez déjà, vous avez beaucoup d'informations, c'est-à-dire, pourquoi il y a beaucoup d'informations? Parce que vous avez des prévisions météo des prochains 5 jours. Alors sur chaque jour, vous avez 5, c'est-à-dire vous avez la météo à minuit, à 2h du matin, à 9h, etc. Donc ce qui fait que vous allez avoir beaucoup d'informations affichées dans la liste. Alors c'est la raison pour laquelle ici donc à partir de mon objet JSON Object, je vais utiliser JSON Object.getJSONArray. Alors dans JSON Object, vous avez deux méthodes, soit getJSONObject, ce qui vous permet de récupérer un objet JSON. Il y a également la méthode getJSONArray. Qu'est-ce qu'il permet de récupérer? Un tableau d'objets JSON. Alors c'est le cas ici. Je sais que list c'est un tableau. Comme c'est un tableau, donc je vais utiliser getJSONArray. Alors qu'est-ce que je donne comme valeur? C'est le nom de l'attribut. Donc je récupère cet attribut-là, list, en tant que un tableau d'objets JSON. Alors si maintenant j'ai une liste, maintenant je dois le parcourir. Donc je dois faire une boucle. Alors pour i égale à 0 jusqu'à le nombre d'éléments de JSONArray et plus, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, il faudrait prendre, pour chaque élément, je vais créer un objet de type Meteor Item. Donc je vous rappelle que la classe Meteor Item, qu'est-ce qu'il contient? Il contient pour moi que les données que je vais afficher. Il contient voilà, Meteor Item. Donc vous voyez, donc pour chaque élément, je vais d'abord créer un objet Meteor Item. Une fois que je crée un objet Meteor Item, il faut que je stocke dans température maximale, il faut que je retrouve la valeur température maximale. Donc je suis en train, en quelque sorte, de faire ce qu'on appelle le mapping objet, plutôt JSON Object. JSON Object. Je prends des données au format JSON et je les stocke dans un objet. Alors c'est exactement ce qu'on fait quand on fait le mapping objet relationnel, n'est-ce pas?
Relationnel, qu'est-ce que vous faites? Pour chaque ligne, vous prenez les données de la ligne et vous les stockez dans un objet. C'est donc je suis en train de faire ce travail-là. Alors si vous voulez le faire manuellement, vous le faites comme ça. Mais si vous voulez le faire d'une manière, il y a des outils qui permettent de faire ça facilement. Il y a une librairie qui s'appelle JSON avec un G, Google. JSON, c'est une librairie. Si vous l'utilisez, on va encore utiliser des annotations exactement comme on fait avec GPA, n'est-ce pas? C'est des annotations qu'on va utiliser qui font que directement vous prenez les données, il va faire la correspondance, il vous résout le problème. Mais dans un premier temps, je vous conseille de faire ce travail-là comme ça. Alors je répète, pour chaque ligne, je vais créer un objet météo, item. Et pour chaque ligne, qu'est-ce que je vais récupérer? Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de récupérer d'abord JSON_object.getJSON_object de i, c'est-à-dire c'est l'objet numéro i. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis en train de parcourir un JSON array. Alors cet objet-là, D, qu'est-ce qu'il contient? Cet objet D, il contient pas mal d'informations. Il contient DT, il contient main. Alors, l'objet D, qu'est-ce qu'il contient? DT, c'est la date time. Il contient main. Mais main lui-même, c'est quoi? C'est également, c'est un objet JSON. Lui-même, qu'est-ce qu'il contient? Température, d'autres informations. Donc, il faudrait maintenant connaître la structure des données de JSON et après, il faut le parcourir. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, vous voyez donc JSON object de i. Alors maintenant la date. Si je veux la date, qu'est-ce que je vais faire? Je récupère la date. La date, c'est quoi? C'est l'attribut qui s'appelle dt. Donc j'utilise d.getLong parce que la date qui est dans le JSON, elle est en format time. Donc getLong de dt, il faut la multiplier par 1000. Parce qu'en fait, c'est juste l'API qui l'exige. Donc, vous le multipliez par 1000. Et après, on va considérer que c'est une date. C'est-à-dire, vous mettez new date de cette valeur-là, mais cette valeur, il faut la multiplier par 1000. Donc, j'ai la date. Donc, j'ai récupéré la date. Alors, maintenant, cette date-là, moi, je vais l'afficher dans un format donné. Alors, si vous voulez afficher la date dans un format, donc vous savez, dans Java, vous pouvez utiliser SimpleDate format égale new SimpleDate format. Vous utilisez la date, month, year, l'heure, minute, seconde, etc. Donc tout ce que vous voulez. Alors si vous voulez le format date en format string, vous utilisez SimpleDate format.format. Donc cette date-là, je vais la formater en utilisant ce format que je vais afficher dans mon application. Bon, il existe plusieurs manières encore plus simples pour formater les dates, mais en tout cas c'est juste une solution. Alors jusqu'à présent, je sais comment récupérer la date. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, vous voyez, donc, pour chaque élément de la liste, je récupère la date. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? L'objet main. Mais main, c'est un objet. Alors, pour pouvoir le récupérer, à chaque fois, il y a le son qui disparaît, je ne sais pas pourquoi. Alors pour le récupérer, qu'est-ce que je dois faire? La même chose, JSON object main égale d.getJSON object. Alors comment il s'appelle l'élément? Il s'appelle? Vous suivez? Comment il s'appelle? Main. Donc j'ai l'objet. Alors du moment que j'ai l'objet maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Alors maintenant il y a main, il y a weather. Pourquoi? Parce que dans weather, si vous remarquez une chose, weather, il y a un élément qui m'intéresse pour le moment, c'est main. Alors dans main, vous trouverez soit rain ou bien clear ou bien vous trouverez en fait en quelque sorte pour moi, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, dans mon application, j'ai stocké 3 images. Dans l'application, ici, alors regardez dans Drawable, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fichier qui s'appelle clear.png, cloud.png.
et j'ai ren.png. Parce que quand j'ai constaté dans le fichier JSON, je trouve que donc ça peut être donc en quelque sorte pour moi, si la réponse, n'est-ce pas? Si la réponse par exemple c'est clear, donc ça veut dire que moi je vais afficher l'image qui s'appelle clear.png. Bon, c'est des images statiques ici, donc c'est-à-dire je lis la chaîne de caractères, ben, et je vais chercher l'image qui la représente. Bon, c'est juste une manière de faire. Alors ces images-là, donc vous les fabriquez vous-même, hein, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à aller sur Google, vous tapez, je sais pas, vous tapez image météo. Et vous prenez un truc comme ça, voilà. Bon, c'est par exemple ça. Et vous prenez vous coupez, hein, n'est-ce pas? Ben, vous coupez, vous avez plein d'images. L'essentiel, vous constituez un certain nombre d'images qui signent. Bon. Alors en réalité, donc, pour voir les différents types d'images, il n'y a pas que 3 ou 4. Hein. Il y a plusieurs images. Donc vous pouvez les construire et les mettre dans votre fichier, dans votre application. Alors, JSON Object, donc vous avez weather, et après, donc, qu'est-ce que je vais récupérer? Donc, c'est quoi la température minimale? Température minimale, c'est quoi? C'est main, point, get, double, moi je veux que ce soit un double, temp min, donc ça c'est le nom de l'attribut. Là, je récupère cette valeur. Alors, cette valeur-là, c'est pas de degrés Celsius, sinon ça serait l'enfer. 281, c'est pas degrés Celsius. C'est en degrés Kelvin, n'est-ce pas? Alors, en fait, Kelvin, donc si vous voulez faire la traduction de Kelvin en degrés Celsius, il faut retrancher moins 273,15. C'est pour cela, ici, donc, vous avez la valeur moins 273,15 pour avoir en degrés Celsius. La température maximale, la même chose. J'ai la température maximale. Vous voyez tout le code que je suis en train d'écrire là, ben, c'est le code dans lequel je suis en train de faire ce qu'on appelle le mapping JSON Object. C'est-à-dire, pour le moment, je récupère des données JSON avec l'objet JSON Object et après, je vais les stocker dans un objet de type Meteo Item. Alors, je prépare ces données-là. La même chose pour la pression, c'est main.getIntPressure. L'humidité. Après, maintenant, ces données que je viens de récupérer, où est-ce que je vais les stocker? C'est dans l'objet météo. Alors, c'est pour cela que je vais utiliser météo.température maximale égale température maximale. Bon, honnêtement, bon, ça vous pouvez le faire directement. Vous utilisez directement météo.item.tempmax et directement vous écrivez le main.get, n'est-ce pas? C'est juste pour la même chose pour min, la même chose pour la pression, l'humidité, la même chose pour la date. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? C'est une boucle. L'image, la même chose. Alors, pour l'image, où est-ce que je vais la récupérer? C'est dans l'objet weather.getJSONObject de 0. Alors, si vous remarquez là, il faut faire attention parce que dans weather, qu'est-ce que j'ai? Weather, il retourne également un tableau. C'est-à-dire, parfois, il vous donne plus d'éléments. Donc, du moment que moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier élément, c'est pour cela que j'ai utilisé JSONObject de 0. Parce qu'en réalité, donc, c'est un array, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Regardez ici, donc, voilà. Alors, main, c'est un JSON object, alors que weather, c'est un get JSON array. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est le premier élément. C'est pour cela que je vais utiliser weather.getJSONObject de 0.getString de main. Donc, je récupère ça. Et qu'est-ce que je récupère comme valeur? C'est un string qui peut être soit clear ou bien ren, etc. Maintenant, j'ai déjà une liste qui s'appelle menu items, n'est-ce pas, que j'ai créé. Alors, cet élément menu item, il faut que j'ajoute à la liste. Une fois que j'ajoute à la liste, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non. Ça, c'est inutile,
Parce qu'en réalité, j'ai déjà déclaré une variable qui s'appelle data. Add, ça c'est une ligne qui est inutile, je vais la supprimer. Celle-là, inutile. Alors la même chose que cette liste que j'ai créée ici, elle est inutile. Voilà. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'ai déjà déclaré une liste de menu item faite comme attribut de la classe qui représente les données au début de l'activité. Vous voyez, j'ai déjà déclaré data, et liste, menu, item. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je clique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait data.clear, c'est-à-dire j'ai déjà effacé l'ancienne. Et les données que je vais récupérer, je vais les ajouter dans cet élément. Alors, une fois que j'ajoute l'élément à cette liste, qu'est-ce qui reste? Je boucle. Donc à la fin, je vais sortir avec la liste. Et qu'est-ce qui reste? Vous utilisez model.notify data set changed. C'est-à-dire vous dites encore les données ont changé, automatiquement, il va afficher. Alors maintenant, pour que ça marche, il nous faut quelque chose d'important. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut ça. Modèle, plutôt, il nous faut ça. La classe modèle list, plutôt métier list modèle. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne va pas utiliser un array adapter, mais on va utiliser un modèle qui est personnalisé. Alors maintenant, ce que vous devrez savoir à travers cet exemple-là, comment créer un modèle de list view personnalisé. Il y a quelque chose encore à respecter. Mais sans oublier une chose, c'est que ici, dans ma requête, il n'est pas encore envoyé. C'est que vous avez créé un string request, une requête avec get vers telle URL, et après vous dites, vous avez cette méthode-là, en fait le constructeur de string request, il reçoit en fait 4 paramètres. Le premier c'est quoi? C'est la méthode. Le deuxième, c'est l'URL. Le troisième, c'est un listener qui représente la réponse. Donc vous mettez new response listener et vous dites on response, c'est-à-dire quand il y a la réponse, c'est bon. Il nous reste un quatrième paramètre, une fois que vous terminez tout ça. Alors le quatrième paramètre, c'est quoi? C'est celui-là. Voilà. Vous avez encore ici une virgule. Le quatrième paramètre, c'est encore new error listener. Alors, vous avez encore on error response, c'est-à-dire quand il y a un problème. Parce qu'en fait, vous avez deux cas. Vous envoyez la requête. Si tout se passe bien, si vous avez status code égal 200, c'est l'autre. Si vous avez status code est différent de 200, c'est ici. Donc, on va juste afficher un message. On va loguer un message comme quoi il y a un problème. Et enfin, si vous voulez envoyer la requête, il faut l'ajouter à l'objet queue. Alors en réalité, comme je disais donc au début de notre application, c'est-à-dire quand on a démarré, quand on a cliqué sur le bouton, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé un objet request queue. Donc une fois que vous créez une requête, il faut l'ajouter dans cet objet-là, comme ça il va être envoyé. Parce que si vous ne l'ajoutez pas, même si vous la créez, il ne sera pas envoyé. Donc vous l'ajoutez à cet objet queue. Donc cet objet queue, il va définir une file de requêtes. Vous pouvez les ajouter et après il les envoie d'une manière asynchrone. Dès qu'il y a la réponse, donc soit c'est OK, il fait appel à on response ici, soit que il y a erreur et dans ce cas-là il fait appel à on plutôt error listener. Bon, c'est-à-dire on error response. Alors pour que ça marche, donc vous avez juste une dernière étape que vous devrez vous expliquer. Alors après, on aura l'occasion de travailler ça, c'est-à-dire sur machine, juste vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il faut que je vous explique. Alors ici, donc, il y a la classe MeteoItem, donc je vous l'ai déjà expliqué. Alors maintenant, le modèle. Alors un modèle, vous voulez créer maintenant un modèle qui représente votre cas.
Alors, si vous voulez créer un modèle, il faudrait créer une classe qui s'appelle MeteoListModel qui hérite de ArrayAdapter. Alors, la dernière fois, on a utilisé ArrayAdapter. Normalement, pour une simple chaîne de caractères, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est plutôt donc quelque chose de personnalisé. Mais quand vous héritez de ArrayAdapter, vous lui spécifiez le type. Alors, pour chaque élément de votre liste, qu'est-ce que vous affichez? Ce n'est pas un string, c'est un Meteo item. C'est-à-dire, chaque élément de la liste pour moi, ça représente un objet de type Meteo item. Alors, pour pouvoir afficher ces éléments, alors vous aurez besoin de créer un objet liste de Meteo item qui vont être affichés. Et après, vous avez besoin, on va déclarer la ressource. Alors, en fait, c'est un int ressource, ça représente quoi? Rappelez-vous, tout à l'heure, on a créé deux layouts. Il y a main activité, n'est-ce pas? Layout. Et après, il y a listitem.xml. Hein? Donc, c'est-à-dire cette ressource-là, en fait, il va être représenté par cette ressource. Alors, pour les images, ça, si vous voulez, ce que je vous montre là, ça n'a rien à voir avec le modèle. Pour les images, moi, ce que je vais faire, je vais créer un hashmap, dans lequel la clé c'est un string et la valeur c'est un integer. Comment? Alors, dans lequel ce map-là, comme il est statique, donc je vais le remplir. Par quoi? Donc, je vais supposer que image.put clear, c'est une chaîne de caractères. Clear. Pourquoi clear? Parce que je sais que dans JSON, quand c'est clear, donc il va me retourner quoi? Le texte clear. Mais quand c'est clear, je vais lui associer une image. Mais je sais que dans mon application, dans R, Drawable, j'ai une image qui s'appelle clear.png. Donc ça veut dire que pour moi, à chaque fois que j'ai le nom, je peux savoir quelle est l'image que je vais afficher ici. Ah, c'est la même chose pour Clouds. Et c'est la même chose pour Ren. Bon, il y a un autre cas que vous n'allez pas trouver ici, mais en tout cas, ça c'est juste pour faire la correspondance, on en aura besoin. Alors ensuite, donc le constructeur. Alors le constructeur de cette classe, il reçoit, donc vous allez générer un constructeur qui reçoit un objet contexte, il reçoit la ressource. Alors cette ressource-là, comme je le disais bien, il représente donc le layout utilisé pour list item. Et après, il reçoit les données. Et d'ailleurs, si vous revenez un petit peu en arrière, quand on a créé un objet Meteo list model, Meteo list model. Là, modèle égale à quoi? New Meteo list model, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? Le premier, c'est quoi? C'est un objet contexte. Le deuxième, c'est la ressource. Et le troisième, c'est data. Et data, c'est quoi? C'est un list Meteo. Ça veut dire que notre modèle, il a besoin de ces trois paramètres. Et après, donc, forcément, vous allez utiliser super, contexte, ressources, data. Ça, c'est quelque chose que vous faites, comme ça, il va initialiser. Et après, si vous voulez garder les données dans cette liste-là, vous utilisez 10.listItem égale data et 10.ressource égale ressource. Et après, il faut redéfinir une méthode. Alors, le modèle, il fonctionne un petit peu d'une manière spéciale. C'est que pour lui, à chaque fois qu'il y a un élément de la liste, il fait appel à la méthode getView. Si vous voulez, il fait une boucle sur la liste des items. Et pour chaque élément, il fait appel à la méthode getView. Et ce getView-là, il va me retourner normalement un view. Mais ce view-là, ça représente quoi? Ben, ça représente une instance de quoi? Du layout que nous avons créé pour list item XML. Et là, il va falloir faire tout ça. Alors que pour le faire, donc nous aurons juste besoin bon, je récupère d'abord, je déclare un list item et je vais charger, je vais demander il y a une classe qui s'appelle layout inflator qui permet, qu'est-ce qu'on va lui donner? On fait appel à une méthode qui s'appelle inflate. On va lui donner la ressource. Alors c'est quoi la ressource normalement? C'est ce layout.
Et après, qu'est-ce qu'il prend? Il va tout simplement le charger, il va l'instancier. Donc il va prendre le layout XML que vous avez comme list item, il va l'instancier, et après, ça va vous donner list item. Et après, donc, qu'est-ce qui m'intéresse ici, dans ce layout? Je prends image view. C'est quoi image view? C'est list item, l'élément là, point find view by ID. Alors, moi, je connais déjà le ID de ce list item. Comment il s'appelle? C'est r.id.image view. Donc, j'ai une référence vers cet élément. La même chose, je récupère ce text view. Donc, c'est listitem.findViewById. C'est pareil. Text view, la température minimale, la pression, l'humidité et la date. Alors, vous voyez, donc, on réutilise toujours findViewById. Mais on fait un findViewById sur quoi? Sur ce list view. C'est pour chaque élément de la liste, il va être instancié. Alors maintenant, ce qui reste, il reste maintenant à stocker les données dans cet élément. Alors, je veux par exemple pour l'image. L'image, c'est un peu particulier. Vous savez que dans la méthode view, il vous retourne toujours la position de l'élément. Parce qu'en fait, vous avez une liste, ça commence par 0 et ça se termine par la taille de la liste. Alors, si vous voulez l'élément, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est listItems.getPosition. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cet élément? C'est l'attribut image. Donc, je vous rappelle que la méthode get, il va vous retourner un objet de type. De quel type? Il vous retourne un objet de type Meteo Item. Et dans Meteo Item, qu'est-ce qu'il y a? Dans Meteo Item, alors vous avez imageView.setImageResource. Alors qu'est-ce que je vais stocker dans l'image? C'est la liste images, c'est un hmap, get, key. Alors c'est quoi key? Alors key c'est quoi? C'est tout simplement le nom de l'image. Donc c'est ce que j'ai récupéré à partir des données format JSON. Bon, je fais une. Alors pour les autres, qu'est-ce que je fais? Donc la température maximale, set text. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre c'est listitem.getPosition.température maximale. Bon, j'ajoute degrés Celsius. Je fais une conversion en string. Je fais la même chose pour la pression, la même chose pour l'humidité, la même chose pour la date. Et à la fin, n'oubliez pas de retourner list item. Alors, ça c'est en quelque sorte, donc ça c'est a priori donc quelques éléments de base. Alors je vais vous envoyer ceci pour là. Et vous-même, une fois que vous terminez le premier exemple d'application, essayez déjà de commencer à travailler cet exemple-là. Et la semaine, en fait le prochain cours, donc j'aurai l'occasion de revenir en démonstration. Mais je crois déjà, a priori donc vous aurez déjà quelques éléments de base sur cette partie-là. Mais si vous cherchez dans le support, a priori vous pouvez le faire sans problème.